Bonjour et bienvenue au premier vidéo cours sur les ensembles et les probabilités. Donc, dans ce vidéo cours, ce qu'on va voir en fait, c'est les premières définitions là, autour des ensembles. Donc, la théorie des ensembles, ça va être quelque chose de super important dans le cadre du cours. Et on va commencer là, un petit peu à voir c'est quoi une probabilité, puis faire dans le fond les premiers calculs, si on veut, ou les premiers exemples, voir en fait les premières définitions sur le concept de probabilité. Okay? Donc, je vous avertis, c'est une vidéo qui est vraiment là, les premières parties des notes de cours. C'est rempli de définitions. C'est du vocabulaire, en fait, qu'il faut absolument savoir, qu'il faut absolument maîtriser si on veut être capable de comprendre le reste. Donc, théorie des ensembles, en fait, vous connaissez déjà des ensembles. OK? Donc, si vous vous souvenez là, du primaire slash secondaire, vous avez vu dans dans le fond, dans votre parcours scolaire précédemment, des ensembles comme par exemple l'ensemble des entiers, l'ensemble des nombres réels, vous avez vu aussi les rationnels, les naturels. Donc ça, en fait, c'est des ensembles de nombres. Okay? Donc, c'est des ensembles dont les éléments, okay? Donc les trucs qui font partie de l'ensemble, sont en fait ici des nombres. Donc, dans le cas des nombres entiers, par exemple, c'est tous les nombres entiers de moins l'infini à l'infini, donc autant positif que négatif. Donc, chacun des nombres dans cet ensemble-là, on l'appelle en fait, c'est un élément de l'ensemble, et c'est la première définition que vous avez. Donc, par exemple, si vous avez un ensemble A, qui est l'ensemble 1, 2, et vous avez l'ensemble B, qui est l'ensemble 2, 2, 1, 2, eh bien, dans un ensemble, en fait, on ne compte pas les doublons. Donc, quand il y a il y a un élément qui se retrouve plus d'une fois, mais on le compte juste une fois. Okay? Donc en fait, l'ensemble B, si j'enlève les doublons là, des deux, ben, c'est la même chose que l'ensemble 1, 2. Okay? L'ordre non plus n'a aucune importance, dans le sens où B, c'est l'ensemble 1, 2, mais c'est aussi l'ensemble 2, 1. Okay? Donc l'ordre dans un ensemble, l'ordre des éléments dans un ensemble n'a pas vraiment d'importance. Okay? Donc, un élément d'un ensemble est une composante de cet ensemble. Afin de dire qu'un élément X appartient à un ensemble A, on note ça. X avec le E, c'est ce qu'on appelle le epsilon, qui est une lettre grecque. Donc, X appartient à A. Donc, ce symbole-là veut dire appartient à. Et ça va être très important dans le cadre du cours de bien respecter les notations, okay, de bien les utiliser. Ensuite, la cardinalité d'un ensemble, en fait, c'est le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur d'un ensemble. Donc, par exemple, si j'ai A qui est cet ensemble-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, la cardinalité de A, donc on a plusieurs notations pour ça, je vous dirais, dans le manuel, vous risquez surtout de voir celle-là. OK? Donc, dans le manuel, dans les notes de cours. Mais je vous dirais, l'autre qui est très, très, très utilisé, là, je peux la mettre d'une autre couleur au pire, c'est celle-là ici. Donc, avec les espèces de barres, là, comme les genres de valeurs absolues. C'est aussi une notation qui est très utilisée, mais dans le cadre des probabilités, puis dans le cadre de ce cours-ci, vous risquez de voir vraiment le n de A, là, vous risquez de le voir plus souvent. Okay? Et donc ici, il y a combien d'éléments dans cet ensemble-là? Donc, il y a les nombres de 1 à 6. Donc, il y a 6 éléments dans mon ensemble. C'est la cardinalité de mon ensemble. Ensuite, l'ensemble vide est noté par des accolades vides. Okay? Donc, on note toujours un ensemble avec les accolades, donc au début et à la fin. Et en fait, quand l'ensemble est vide, donc quand il n'y a rien à l'intérieur, on peut mettre des accolades avec rien à l'intérieur. Donc, il n'y a rien entre ces accolades-là. Ou sinon, il y a une autre notation qui est un rond avec une barre dessus. Okay? Donc, ça, c'est l'autre notation pour l'ensemble vide. Donc, on verra là, les contextes où on utilise l'ensemble vide. Donc, premier petit truc, faire attention côté notation. L'ensemble accolade, ensemble vide, fermez l'accolade. C'est pas l'ensemble vide, ok? Ça, c'est l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Il y a une différence de concept là-dedans. Je vous laisse réfléchir à ça et dormir là-dessus. Okay? Donc, l'ensemble qui contient l'ensemble vide, c'est pas. Cet ensemble-là n'est pas vide. Okay?
Donc, dans le fond, il n'est pas vide parce qu'il contient l'ensemble vide. En tout cas. Et ensuite, côté notation, surtout côté utilisation du symbole, le symbole de l'ensemble vide ne veut pas dire pas. Donc, par exemple, si vous écrivez une phrase, puis vous me dites ça n'existe pas, puis vous remplacez, tu sais, vous dites ok, ben ça n'existe pas. Quelqu'un qui m'écrit ça, il y a une erreur de notation qui va avec ça. OK? Donc, faites très attention à ça. Donc, le symbole ensemble vide veut seulement dire ensemble vide. C'est pas une négation de quelque chose. C'est pas. Donc, faites super attention à cette erreur-là. Je la vois partout, toujours, à toutes les sessions, et j'enlève des points à chaque fois. OK? Donc, j'aime autant vous en avertir. Ensuite, en 5, donc soit A et B deux ensemble, on dit que A et B sont disjoints s'ils ne possèdent aucun élément en commun. De plus, les ensembles A et B sont dits égaux s'ils possèdent exactement les mêmes éléments. Donc, par exemple, l'ensemble A qui est l'ensemble contenant A et B, et l'ensemble B qui est l'ensemble contenant C et D, minuscule ici. On dit que ces ensembles-là sont disjoints parce que ben, A et B, c'est pas la même chose que C et D. Okay? Cependant, en posant l'ensemble C, donc grand C, qui est l'ensemble BA, c'est la même chose que l'ensemble A, donc on va dire que ces deux ensembles-là sont égaux. 6. L'ensemble universel, c'est l'ensemble de tous les éléments pertinents à un contexte. On en a souvent eu, mais dans notre cadre, on va voir ça comme S. Okay? Donc, c'est ce qu'on va appeler l'espace échantillonnal. Dans notre cas, par exemple, ça va être l'ensemble de toutes les possibilités là, dans une situation. Donc, je vous dis, votre contexte, c'est vous avez un dé, vous lancez un dé. Donc, un dé normal là, à 6 faces, là, le dé habituel. Donc, vous avez les faces là, de 1 à 6. Eh bien, l'ensemble universel, c'est les nombres de 1 à 6. Donc, c'est impossible de brasser un D6, un D à 6 faces, et d'obtenir 22. Okay? Donc, 22 ne sera pas dans mon ensemble universel parce que ce n'est pas une possibilité. Donc, mon ensemble universel, ça va être, par exemple, les nombres de 1 à 6. Ensuite, le complément d'un ensemble est l'ensemble qui contient tous les éléments qui sont dans S, donc qui sont dans l'ensemble universel, mais qui ne sont pas dans A. Okay? On le note habituellement par A complément. Okay? Donc, vous avez la notation A avec un espèce avec un exposant C, on peut dire. Donc, on peut lire ça comme A complément. Et dans certains livres, on adopte la notation A' ou même A barre avec une barre sur le dessus, tout dépendant que vous utilisez comme manuel. Donc, si vous allez chercher d'autres ressources dans d'autres livres ou sur site internet ou dans des vidéos, là, YouTube, etc., ça se peut que vous voyez les autres notations. Okay? Donc, si on regarde les résultats possibles après un lancer de dés, on obtient S qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, donc, c'est les 6 nombres que je peux obtenir en lançant un dé. Si je pose A, l'ensemble des résultats pairs, donc 2, 4 et 6, eh bien, A complément, c'est l'ensemble des résultats qui ne sont pas dans A. Okay? Donc, si A, c'était 2, 4, 6, A complément, c'est le reste. Okay? Toujours en restant dans mon ensemble S, dans mon ensemble universel. Donc, si A, c'est 2, 4, 6, ben A complément, c'est les autres nombres, donc 1, 3 et 5. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'ensemble des résultats impairs. Ensuite, opération sur les ensembles. Donc, on va voir quoi faire, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec deux ensembles. Donc, les opérations de base. Donc, on peut faire l'union de deux ensembles. Qu'on note A union B. Donc, c'est une espèce de gros U. Et l'ensemble contenant tous les éléments de A et de B, mais sans les doublons. Donc, en gros, je prends tous les éléments de A, je prends tous les éléments de B, et je les mets ensemble dans un même, ensemble. Okay? Donc, ici, si j'ai l'ensemble 2, 3, 4 et l'ensemble 1, 2, 6, ben, je prends 2, 3, 4, je rajoute 1, 2, 6, et là, ce que je fais, dans le fond, c'est j'enlève les doublons, et en fait, si vous regardez dans les notes de cours, il y a une erreur ici. Okay? Donc, je vais la modifier dans la version des notes de cours là, qui va être sur Internet. Donc, en fait, il manque un 2, en fait. Donc, j'ai vraiment 1, 2, 3, 4 et 6. Okay? Le petit truc à avoir ici, donc faites pas la même erreur que moi, j'ai juste enlevé les deux, mais il ne fallait pas enlever les deux, en fait. Là. Donc, j'ai un 2 ici, j'ai un 2 là. La seule affaire, c'est que quand je fais A union B, je ne mets pas les deux copies des deux.
Okay? Donc, j'en mets juste une des deux. Comme on a vu dans un ensemble, quand on a les doublons, on enlève les doublons, en fait. Donc, ici, il manquait vraiment, là, il me manque un 2 là, dans mon affaire. Fait que ça, ici, là, j'ai une petite erreur, là. Okay? Ensuite, l'intersection des ensembles A et B. Notez A inter B. Okay? Donc, c'est une espèce de U à l'envers, si on peut dire. Est l'ensemble contenant les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Okay? Donc, ici, si j'ai A qui est 2, 3, 4 et B qui est 1, 2, 6, je regarde les éléments de A, je regarde les éléments de B, et je prends seulement ceux qui sont en commun dans les deux. Okay? Donc, en fait, ici, je regarde dans A, j'ai un 2 là. Est-ce que j'ai un 2 aussi dans B? Ben oui, j'ai un 2 dans B. Okay? Ensuite, je regarde le 3. Donc, j'ai un 3 dans A. Est-ce que j'ai un 3 dans B? J'ai pas de 3. Donc, le 3 ne sera pas dans l'intersection. J'ai un 4 dans A. Est-ce que j'ai un 4 aussi dans B? J'ai pas de 4 dans B. Donc, le 4 ne sera pas dans l'intersection. Donc, le seul élément que je vais avoir dans l'intersection, ça va être l'élément 2. Ensuite, la différence des ensembles A et B, notez A sans B. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle un backslash. Donc, c'est A auquel on enlève les éléments de B. Donc, en gros, je regarde les éléments de A, je regarde les éléments de B, et tous les éléments qui sont dans B et qui sont aussi dans A, je les enlève de A. Okay? Donc, par exemple, ici, eh bien, dans B, j'ai 1, 2 et 6. Donc, je regarde mon A. S'il y a un 1, je l'enlève. Bon, il n'y en a pas. Parfait. S'il y a un 2, je l'enlève. Donc, il faut que j'enlève le 2. Et s'il y a un 6, je l'enlève. J'ai pas de 6. Parfait. Donc, A sans B, c'est l'ensemble du restant, en fait. Là, donc, 3 et 4. Ce que vous avez ici. Okay. Ensuite, dans le manuel, donc aux pages 10 et 11 du manuel, vous avez certaines propriétés sur les ensembles. Okay? Certaines de ces propriétés-là sont représentées à l'aide de diagrammes de Venn. Donc, quand vous avez des ensembles, je vous suggère fortement de vous faire ce qu'on appelle en fait un diagramme de Venn. Donc, vous avez déjà vu ça auparavant. Donc, par exemple, j'ai deux ensembles A et B. OK. Eh bien, si je fais, par exemple, A union B, OK, bien, A union B, ça va être tout l'ensemble A avec aussi tout l'ensemble B. Okay? Donc, ça peut me permettre de représenter là, visuellement, donc avec un dessin, certaines situations. Et par exemple, si à l'intérieur même de ce dessin-là, je fais A intersection B, mais là maintenant que je le trace en vert, ben A intersection B, c'est tous les éléments qui sont dans A, mais aussi dans B. Donc en gros, c'est ce qu'il y a en commun ici dans le milieu. Okay? Et ensuite, par exemple, si j'y vais en bleu, je ne sais pas si ça va être clair, si je fais A sans B, en fait, c'est tous les éléments de A auxquels j'enlève les éléments qui appartiennent à B. Donc, en gros, je vais prendre tout ça ici. Donc, tout ce qui est dans A, mais sans être dans B. Donc, en fait, je ne touche pas la partie au centre. Okay? Donc, je vous laisse faire ce dessin-là. Je vous laisse aller regarder ces propriétés-là, donc page 10 et 11 de votre manuel. Et vous allez voir, là, c'est souvent des trucs qui se réfèrent aux définitions de base. Donc, s'il y a certaines propriétés que vous ne comprenez pas, faites-vous un dessin comme ça, puis vous allez voir, là, ça devrait vous éclairer. Ensuite, les probabilités. Donc, la définition officielle d'une probabilité est assez théorique et assez abstraite, mais en gros, on peut voir ça comme la mesure de l'incertain. Okay? Donc, mesurer quelque chose qu'on ne connaît pas à 100%. Okay? Donc, on a des probabilités partout. Okay? Et nous, ce qu'on va voir en fait dans ce cours-ci, c'est comment les utiliser pour aller tirer certaines conclusions ou comment je dirais pas les utiliser à notre avantage, mais comment bien les utiliser dans le but de prouver certains points, par exemple, ou dans le but d'infirmer ou de confirmer certains points. Okay? Donc, définition de base.
Encore ici, là, on va voir les premières définitions sur les probabilités, beaucoup de vocabulaire. Okay? Donc, c'est important à connaître. Une expérience aléatoire, c'est une action qu'on peut théoriquement répéter à volonté dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont les résultats sont déterminés par le hasard. Okay? Donc, par exemple, lancer un dé, piger quelqu'un au hasard dans une foule, piger une bière au hasard dans le mètre de bière du 3 brasseurs, etc. Okay? Je sais même plus si ça existe, en fait. Longtemps, je ne suis pas allé aux 3 brasseurs. Bon. Donc, une expérience aléatoire, en fait, c'est quelque chose qu'on peut répéter. Et donc, on connaît les résultats. Okay? Donc, je vais revenir souvent au lancer de dés. Pourquoi? Parce que ça offre plusieurs possibilités, puis on connaît bien le lancer de dés de façon générale. Bon. L'ensemble de tous les résultats possibles est appelé l'espace échantillonnal. Super important. Et c'est ça qu'on note par S. Okay? Donc, c'est le fameux ensemble universel. Donc, par exemple, quand je lance un dé à 6 faces, eh bien, on a S qui est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Donc, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Ensuite, un événement, c'est un sous-espace ou un sous-ensemble de l'espace échantillonnal. Okay? Donc, on le note habituellement par une lettre majuscule et on le décrit souvent en mots. Et on peut aussi le décrire, dans le fond, sous forme d'ensemble, donc avec les résultats qu'il représente. Okay? Donc, par exemple, lors d'un lancer de dés, l'événement A pourrait être obtenir un nombre pair. Okay? Donc, de la façon qu'on le note, donc on note A, 2 points, obtenir un nombre pair. Okay? Et si on veut décrire les éléments de l'ensemble A, donc de l'événement A, ben des nombres pairs sur un dé, c'est quoi? C'est 2, 4 et 6. Donc, on note ça de la façon suivante. Donc, les possibilités pour l'événement A sont 2, 4 et 6. Donc, l'ensemble des possibilités pour A, 2, 4, 6. Donc, probabilité diagramme en arbre, si tous les cas d'un événement A sont équiprobables, okay? Donc ça veut dire que j'ai autant, par exemple, quand je lance un dé, ben, si mon dé n'est pas ce qu'on appelle pipé, okay? Donc si mon dé n'est pas défectueux, okay? J'ai autant de chances d'obtenir un 1 qu'un 5, okay? Ou qu'un 4, ou qu'un 2. Okay? Donc, chaque résultat en lançant un dé, ou chaque résultat de mon événement sont ce qu'on appelle équiprobables. Okay? Donc, ils ont la même probabilité d'arriver. Alors, la probabilité que A se produise, c'est le nombre de cas qui sont favorables à A. Donc, faites attention ici à la notation. Donc, on note ça P de A. Okay? Donc, il faut voir ça comme probabilité que A arrive. C'est le nombre de cas favorables à A sur le nombre de cas possibles au total. Donc, en gros, c'est la taille de l'ensemble A sur la taille de l'ensemble S. Et on a vu, en fait, la notation là, pour la cardinalité un petit peu plus haut. Donc, la cardinalité de A sur la cardinalité de S. Okay? Donc, par exemple, si A, c'est obtenir un nombre pair, okay? Avec un lancer de dés, ici, on est dans le contexte d'un lancer de dés. Si A, c'est obtenir un nombre pair, ben A, c'est 2, 4 et 6. Okay? Ce qui veut dire, en fait, donc ça implique que la cardinalité de A, donc n de A, est égale à 3. On rappelle que S, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, la cardinalité de S, donc n de S, c'est égal à 6. Ce qui veut dire que la probabilité d'obtenir un nombre pair, donc A, c'est obtenir un nombre pair, donc P de A, c'est en fait n de A sur n de S. Donc, c'est 3 sur 6. Et on peut réduire la fraction, dans le fond, donc une demi. On peut aussi l'écrire en pourcentage si on veut. Donc, ça, c'est 50%. Okay? Donc, en gros, j'ai une chance sur 2 quand je lance un dé d'obtenir un nombre pair. Si jamais vous avez des événements qui se déroulent un après l'autre. Okay? Donc, par exemple, si j'avais 2 dés, que je lance un premier dé, ensuite je lance un deuxième dé, et là on regarde ce qui arrive, c'est quoi les combinaisons possibles. Okay? Dans ce cas-là, vous pouvez faire affaire en fait à un diagramme en arbre. Donc dans le manuel, vous avez des exemples, page 14 et 15.
qui, dans le fond, je peux vous en montrer un. Donc, ça ici. OK? Donc, vous avez l'exemple page 14, là, qui est au bas de la page 14 dans le manuel. Exemple 1.5, où là, on vous dit, on lance 2 pièces de monnaie. Okay? Et juste pour être sûr que c'est 2 pièces différentes, on vous dit une de 10 cents, une de 10 sous et une de 5 sous. Ça pourrait être 2 25 sous, là, on s'en fout. L'important, c'est que c'est 2 pièces différentes. Puis ici, c'est vraiment pour montrer qu'on lance 2 pièces différentes une après l'autre. Donc, c'est quoi les résultats possibles à la fin de ça? Donc, en gros, on construit un diagramme en arbre. Donc, on part du début, si on veut. Là. Donc, on a une espèce de racine ici là, de où on part. Ça, c'est comme l'étape 0. Okay? Donc, c'est avant que je fasse mon premier lancer de pièces de monnaie. Et là, je regarde, OK, c'est quoi les deux options possibles? Donc, je lance ma pièce. C'est quoi les options possibles? Ben, en gros, sur une pièce, il y a juste deux faces. Donc, c'est soit pile, soit face. Bon, un coup, j'ai lancé ma première pièce. Je lance ma deuxième. Donc, en lançant ma deuxième, ben, si j'ai obtenu un pile à ma première pièce de monnaie, c'est quoi les options pour ma deuxième pièce? Donc, le résultat que j'ai eu au début, est-ce qu'il influence le résultat de ma deuxième pièce? Pas vraiment. Donc, j'ai encore les possibilités. Pile ou face. Excusez-moi. Donc, si j'ai lancé un pile à mon premier lancer, je peux obtenir un pile ou un face à mon deuxième. Et si j'ai obtenu un face à mon premier lancer, ben, je peux obtenir un pile ou un face après ça à mon deuxième lancer, donc à ma deuxième pièce. Okay? Et là, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on suit ces branches-là, donc ça fait comme un arbre, et on suit ces branches-là pour voir c'est quoi tous les résultats possibles. Donc, par exemple, je pourrais obtenir pile suivi de pile. Donc, je peux noter ça, PP. Ensuite, je peux obtenir un pile suivi d'un face. Donc, ça peut être pile-face. Ensuite, je peux obtenir un face suivi d'un pile, face-pile, et je peux obtenir un face suivi d'un face, face-face. Donc, j'ai 4 résultats possibles. Okay? Et là, à partir de ça, vous pourriez commencer à répondre à certaines questions. Okay? Donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir la séquence pile-face? Bon, la séquence pile-face arrive à combien de reprises? Dans le fond, on arrive juste à une reprise ici. Sur le nombre total de possibilités, donc j'ai une chance sur 4 d'obtenir la séquence pile-face. Okay? Ensuite, j'en profite pour vous dire, dans le manuel, vous avez à l'intérieur des sections, donc des questions éclairs. Okay? J'en écris pas, j'en donne pas nécessairement de façon obligatoire. Je vous suggère quand même de les faire. Okay? Donc, vous avez par exemple question éclair ici 1.4, ça va vous faire créer un arbre avec tous les résultats possibles. Et dans le fond, vous avez ensuite certaines questions par rapport à cet arbre-là. Okay? Je vous suggère fortement de faire ces exercices-là avant de vous lancer dans les exercices que je donne dans la liste d'exercices. C'est des exercices qui sont vraiment plus sur la base. Donc, vous venez de voir un concept dans les notes de cours ou dans le manuel. Et là, pouf, vous faites un exercice directement sur ce concept-là. Donc, c'est des exercices qui sont plus de base et ça vous aide à apprivoiser en fait certains concepts plus rapidement. Donc, quand vous avez la version web, donc vous n'aurez pas le choix pour le cours d'avoir la version web du manuel. Donc, vous avez une clé qui apparaît là. Et là, on voit en fait, si on clique dessus, ça nous donne la solution à la question éclair. Donc, vous avez ici l'ensemble, dans le fond, toute la solution, donc l'arbre complété et les réponses aux exercices avec les démarches associées. OK? Bon. Ceci dit, je retourne aux notes de cours. Donc, petit truc important sur les probabilités. Une probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Et on peut la donner en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage. Okay? Donc, par exemple, ici, j'ai donné, dans le fond, ma probabilité, c'était 1/2. Donc, c'est bel et bien entre 0 et 1. J'ai écrit aussi que c'était 50%. J'aurais pu aussi écrire que c'est égal à 0.5. Donc, j'ai 0.5. Dans le fond, ma probabilité d'obtenir un nombre pair en lançant un dé, c'est 0.5. Donc, c'est un nombre entre 0 et 1. On peut mettre les résultats dans un tableau. Okay? Donc, si on a deux événements ou deux catégories de résultats possibles, et on peut, dans le fond, tout représenter ça dans un tableau. Donc, vous avez déjà vu les tableaux dans votre cours de méthode quantitative. Okay? Donc, c'est vraiment le même principe ici. C'est juste qu'éventuellement, on va s'en servir vraiment pour faire des probabilités. Okay?
Mais c'est vraiment le même genre de tableau. Donc, par exemple, j'ai un tableau ici d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Cégep Lionel Groulx selon le sexe et l'âge. Donc, vous avez des catégories d'âge, 17 à 19, ensuite 19 à 21 et 21 et plus. Vous avez sexe, homme et femme. Et là, vous avez le nombre, par exemple, ici, d'hommes entre 17 et 19 ans. Okay? Dans ce groupe d'étudiants et d'étudiantes-là. Ici, en fait, j'ai le nombre de femmes qui ont 21 ans et plus. Et vous avez, en fait, là, les colonnes et lignes totales à ça pour savoir qu'au final, dans mon groupe, il y avait 190 personnes au total. Okay? Ensuite, on peut se servir de ces tableaux-là pour faire des tableaux de probabilité. Donc, c'est possible aussi de mettre les probabilités à l'intérieur d'un tableau. Donc, par exemple, si vous regardez ici, mettons dans la ligne A, colonne B, c'était le nombre de personnes qui avaient la caractéristique A et la caractéristique B en même temps. Okay, donc, par exemple, ici, comme j'ai dit, ben, c'est le nombre d'hommes, donc de personnes dans mon groupe qui sont des hommes et qui ont entre 17 et 19 ans. Eh bien, on pourrait aussi mettre les probabilités donc, ou les pourcentages. Okay, donc, si j'ai un certain groupe, caractéristique A et caractéristique B, bien ici, je pourrais dire c'est quoi le pourcentage des gens, ou c'est quoi la probabilité de piger quelqu'un dans mon groupe qui est la caractéristique A ainsi que la caractéristique B en même temps. Okay? Donc, on peut voir ça comme ça. Donc, par exemple, ici, petit problème des typographies là. Donc, vous avez la répartition des Canadiens selon le groupe sanguin. Donc, vous avez les groupes O, A, B et AB. Et vous avez le fameux positif-négatif, là, donc O négatif, O positif, A négatif, A positif, etc., qui est ce qu'on appelle le fameux facteur Rhésus. Donc, vous avez, par exemple, ici, 7,5% de la population qui est B positif, donc un facteur Rhésus positif et qui a un groupe sanguin B. Et en fait, ce que ça veut dire, donc vous avez 7,5% de la population qui est B+, mais aussi on peut voir ça d'un point de vue probabilité, c'est-à-dire que si vous prenez votre population totale, puis vous pigez quelqu'un au hasard, vous avez 7,5% de chance de tomber sur quelqu'un qui est B positif. Donc on peut voir ça selon cette logique-là aussi. Ensuite, événements particuliers. Donc, certains types d'événements reviennent souvent et le vocabulaire les entourant est important à connaître. Donc, vous avez en premier des événements certains. Donc, un événement certain, c'est quelque chose qui est sûr et certain de se produire. Okay? Donc, sa probabilité, c'est 1. Donc, par exemple, si je vous dis c'est quoi la probabilité que vous lancez un dé, c'est quoi la probabilité que vous obteniez n'importe quel nombre entre 1 et 6. Okay? Ben, en fait, la probabilité, c'est 1. Donc, vous êtes sûr d'obtenir un nombre de 1 à 6. Okay? Ou en pile ou face. Donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir soit un pile, soit un face, là, ou d'obtenir un des deux si je lance une pièce de monnaie? Ben, vous êtes sûr et certain ou sûr et certaine d'obtenir soit un pile, soit un face si vous lancez une pièce de monnaie. Ensuite, l'événement impossible, c'est quelque chose qui est sûr de ne pas se produire. Donc, c'est quelque chose dont sa probabilité est 0. Donc, un événement impossible, par exemple, obtenir un 8 sur un lancer à 6, un 8 en lançant un dé à 6 faces, ou obtenir 62 en lançant une pièce de monnaie. Okay? Donc, c'est impossible d'obtenir, il n'y a pas de sens à obtenir 62 en lançant un 25 cents. Donc, c'est un événement qui est impossible. Ensuite, événement contraire. Donc, les événements contraires, c'est ce qu'on a vu comme étant le complément. Donc, par exemple, si A, c'est obtenir un 1 ou un 2 en lançant un dé, alors A complément, c'est le reste, donc obtenir 3, 4, 5 ou 6. Okay? Et sa probabilité, donc la probabilité du complément, c'est 1 moins la probabilité de A. Okay? Donc, si, par exemple, je veux soit obtenir un 1 ou un 2 en lançant un dé, donc j'ai 2 chances sur 6 que ça arrive, ben, c'est quoi la probabilité du complément? Donc, c'est quoi la probabilité de ne pas avoir ça? Ben, c'est le reste des possibilités, donc j'ai 4 chances sur 6. Ensuite, événements incompatibles. Ce sont des événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Okay? Donc, si A et B sont incompatibles, alors
A inter B, c'est l'ensemble vide, et donc la probabilité de A inter B, c'est 0. Okay? Donc, par exemple, obtenir 1 et obtenir 3 en un seul lancer de dés. Donc, est-ce que c'est possible en lançant un dé de tomber sur la face 1 et sur la face 3 en même temps? Non. Donc ça, c'est incompatible. Par exemple, ça pourrait être aussi, est-ce que c'est possible en lançant un dé d'obtenir un nombre qui est à la fois pair et impair? Donc, obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair, c'est des événements qui sont incompatibles. Donc, il n'y a aucun nombre qui est à la fois, il n'y a aucun nombre sur un dé à 6 faces qui est à la fois pair et impair. Donc, c'est ce qui conclut la première partie sur la théorie des ensembles et les probabilités. Donc, dans les prochains vidéos cours, on va continuer notre approche des probabilités, puis on va essayer de voir certaines propriétés des probabilités, certaines méthodes de calcul. Donc, je vous laisse relire ça si vous avez besoin. N'hésitez pas à venir me poser vos questions. Et aussi, dans le fond, n'hésitez pas à faire vos exercices, là, les questions éclairs pour vous aider dans le manuel. Ça peut vraiment vous aider. Et dans le fond, sinon, je suis disponible là, toujours sur mon serveur Discord ou par message. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et c'est la fin du vidéo cours sur la théorie des ensembles et les probabilités.